Merci, merci de me recevoir. Donc initialement, il était prévu que mon collègue Mathieu Rivin vienne, et puis finalement on a un peu changé. Également, la nature de la présentation reste la même, hein. On va parler de Whitebox Crypto, cryptographie en boîte blanche. Mais on a décidé d'être un petit peu moins technique. En fait, pour décrire Crypto Expert et qui on est une start-up d'innovation qui existe depuis quelques années maintenant, qui a on va dire un focus très, très net sur l'expertise en cryptographie. La cryptographie appliquée, en fait, on a tous un profil. Donc déjà, 100% de la société, on est un peu moins d'une dizaine, 100% de la société est docteur en cryptographie. On travaille tous dans l'industrie, on vient tous de l'industrie. Et donc on s'intéresse en fait aux applications de la crypto. Et si vous n'avez pas vécu dans une caverne ces dernières années, vous savez qu'il y a un certain nombre de révolutions qui sont attendues en crypto. La révolution, vous connaissez certainement, c'est celle de la blockchain, hein, qui est une forme d'application de la crypto, avec d'autres ingrédients aussi dedans. Mais il y en a d'autres. Donc il y en a d'autres qu'on peut citer, comme le chiffrement homomorphe, qui va probablement changer toute la sécurité du cloud dans les années qui viennent. Il y a ce qu'on appelle les attribute-based credentials qui vont révolutionner la signature numérique. Enfin, on va dire qu'il existe plusieurs révolutions attendues en matière de crypto. Et il y en a une dont je viens parler aujourd'hui, qui est celle de la cryptographie en boîte blanche. Et donc, initialement, ce qu'on fait en fait, d'un crypto expert, nous, on invente en fait des solutions, des nouvelles technos. Et on va en fait jusqu'au produit. Et ensuite, on fait des spin-offs de start-up. Lorsqu'on exploite, on développe le business autour d'une solution. À ce moment-là, on embauche des gens qu'on n'embaucherait pas forcément dans Crypto Expert, qui a vocation à rester un peu une société, je dirais, généraliste, une espèce de pool de chercheurs en R&D, voilà, une fontaine à idées avec des trucs qui sortent. Et en fait, on est sur le point de le faire pour de la Whitebox Crypto. C'est-à-dire on a travaillé pendant des années sur notre propre technologie de Whitebox Crypto. Et donc, on s'intéresse évidemment aux aspects techniques, voilà, mais grâce envers un certain nombre d'entre vous, les slides ne vont pas être couverts de formules LaTeX avec des épsilons dans tous les sens. Donc, on a un peu épuré de manière à ce que vous ayez un bon aperçu de ce que c'est la Whitebox Crypto, là où on en est aujourd'hui, et surtout ce qui se passe un petit peu dans la communauté des gens qui travaillent sur ce sujet. Donc, voilà. Juste pour comprendre sur Oui. le modèle, vous prenez après des parts dans les entreprises que vous créez, issues de votre recherche? Oui, alors c'est à peu près libre. En fait, on a déjà une spin-off qui est en cours de création sur du end-to-end encryption, mais le principe, c'est qu'en fait, effectivement, on est nous une start-up, mais on est en fait une espèce de R&D privé, voilà, qui travaille pour des clients. Donc, on fait du consulting, on fait du développement, on fait des audits, on fait toutes sortes de choses. Mais on a également un laboratoire de recherche interne. Et effectivement, quand on arrive à maturité sur une techno ou sur une solution, l'idée, c'est de créer une spin-off avec une prise de participation dans la filiale ou un rachat de la technologie. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est en fait de combler un peu le gap énorme, ceci dit en passant, qui existe en fait entre les techniques inventées, c'est-à-dire la cryptographie telle qu'elle existe dans les conférences scientifiques, qui a 15 ou 20 ans d'avance sur ce qui est utilisé réellement, et les applications concrètes, où en fait les gens s'évertuent à se casser la tête à essayer de trouver des solutions, alors qu'il y en a qui existent déjà, qu'on peut simplement customiser, raffiner, améliorer sur certains aspects, et directement passer à l'implémentation. Et donc, voilà. Donc c'est un peu la mission de Crypto Expert. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Whitebox Crypto, un peu pour vous situer d'abord le sujet. Donc si on parle en fait de Whitebox Crypto, l'essentiel est d'abord de savoir de quoi on parle. Donc la Whitebox Crypto, cryptographie en boîte blanche, c'est un principe assez simple, c'est que vous avez un programme cryptographique qui fait par exemple un AES. Donc vous avez besoin d'un programme qui chiffre, d'accord. Il est habituel d'avoir, enfin vous codez dans le langage de votre choix, votre programme, par exemple votre AES, et puis ça va être un programme que vous pourrez lancer sur un clair particulier avec une clé particulière et il va vous chiffrer la data. Voilà, donc très bien. Mais le problème, en fait, c'est que ce programme, il prend en entrée la clé. Donc, d'une certaine façon, quand vous l'opérez, vous mettez la clé dedans. Ce qui fait qu'en pratique, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. On peut vouloir, dans certains contextes, certaines applications, mettre entre la main d'utilisateurs un programme qui va chiffrer, ou déchiffrer, c'est exactement la même chose,
pour une clé fixe, pour une clé particulière. On ne veut pas que l'utilisateur puisse changer sa clé, mais la clé, elle est managée par un système plus global, une application plus globale, probablement avec un back-end, et cette clé doit être fixe. Voilà. Et donc le principe de la Lightbox Crypto, c'est en fait d'embarquer une clé, un choix unique de la clé, une clé spécifiée, et de la hard-coder dans le programme lui-même. C'est-à-dire qu'on va donner ce programme à l'utilisateur, il va être capable de l'exécuter, voilà. Donc il va pouvoir, là c'est pour du chiffrement, donc il va pouvoir mettre un clair à l'entrée, exécuter le programme, et puis ça lui sort un chiffré. Donc il ne sait pas exactement ce qui est fait, mais c'est un chiffrement sous la clé en question, et la clé est hard-codée, elle est directement intégrée, elle est enfouie à l'intérieur du programme. Donc la Whitebox Crypto, en fait, consiste à s'intéresser à comment est-ce qu'on fait ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des implémentations, typiquement pour un block cipher comme l'AES, dans laquelle on va mettre une clé, et si possible, en général, la sécurité globale de l'application réside sur le fait que l'utilisateur lui-même, qui peut être vu comme un utilisateur indélicat, on va dire, ne doit pas être capable d'extraire la clé, par exemple pour la partager sur Internet avec des utilisateurs et casser votre business model. Donc ce dont la Whitebox Crypto consiste en fait non seulement à s'intéresser à comment on implémente des programmes avec des clés enfouies, mais évidemment d'une façon telle que, étant donné le programme, on ne puisse pas récupérer la clé avec laquelle il a été construit. Et donc c'est tout l'art de la Whitebox Crypto. Alors je dis art parce que c'est une science jusqu'à un certain point. Comme souvent en crypto, en fait, quand on passe à la pratique, les considérations théoriques s'évaporent et on se retrouve en fait avec la réalité concrète et opérationnelle d'utilisation d'outils crypto. Et là, on se rend compte que c'est souvent un jeu de chat et de souris entre un attaquant, c'est-à-dire en fait des groupes de hackers sur le terrain, et le concepteur voilà, donc il y a toujours un jeu avec des upgrades de sécurité. Ah, on s'est fait casser, il faut faire un rollover, donc on refait un redéploiement, on régénère une nouvelle solution, on fait ça. Et il y a plein de segments en fait, de marché qui fonctionnent comme ça, comme la Pay TV par exemple. Où, typiquement dans la Pay TV, vous avez une communauté, on m'a dit 700 000 hackers dans le monde professionnel de systèmes de Pay TV, qui vivent avec une économie black qui s'est installée autour du hacking de solutions de Pay TV. Je parle de Pay TV traditionnel, avec des antennes satellites et du broadcast, et pas de canal retour vers un serveur. Ou typiquement, c'est quelqu'un au fond de je ne sais pas quel continent qui reçoit un signal, et vous n'avez pas de moyen de récupérer de canal retour. Donc ça, traditionnellement, en fait, dans cet univers, typiquement, ça a été même jusqu'à intégrer la fraude dans le business model, dans le sens où, par exemple, les pubs qu'on passe sur des chaînes, on appelle ça les chaînes cryptées, les chaînes payantes, en fait, intègrent même le ciblage de populations dont on sait très bien qu'elles regardent frauduleusement la chaîne ou le bouquet de chaînes concerné. Donc, il y a une intégration un peu de la fraude dans le business model parce que techniquement, les solutions sont très difficiles en fait, à trouver. Et il n'est pas rare d'entendre à un moment donné que telle version de tel fournisseur en fait, de contenu vient d'être cassée et donc il y a un upgrade de sécurité qui est fait. Voilà. Et donc en Whitebox Crypto, on en est aussi à cette espèce de situation de chat et de souris entre des hackers et des concepteurs avec un système d'upgrade de sécurité. Mais là, je m'avance un peu dans la discussion. Alors d'abord, juste, je vais parler un petit peu de qu'est-ce qu'on entend par Whitebox Crypto, qu'est-ce que ça veut dire être secure pour de la Whitebox Crypto, et puis les propriétés qu'on peut attendre. Et alors évidemment, il y a l'incassabilité. L'incassabilité, ça veut dire pas être capable en fait, d'extraire la clé qui est dans le programme. Mais il y a d'autres propriétés qu'on peut vouloir avoir sur une implémentation Whitebox de manière à augmenter les fonctionnalités. Et voilà, ça peut être intéressant pour un certain nombre d'applications. Donc je vais en parler. Et puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de manière concrète et opérationnelle, comment ça s'utilise. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un génie de la crypto. Juste quelqu'un qui s'intéresse à la sécurité, qui a une mission de sécurité et qui comment ça s'utilise typiquement ce type de briques et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est interactif, c'est un atelier. Si vous avez des questions, dites-le n'importe quand, interrompez-moi et c'est interactif. Et voilà. Donc utilisez-moi. Alors d'abord, une notion en fait, qui est proche de la Whitebox Crypto et souvent les gens en fait, il y a une certaine confusion qui existe entre les deux notions.
les gens parlent souvent d'obfuscation de programme. C'est-à-dire, en fait, on confond la whitebox crypto avec l'obfuscation. Alors, c'est vrai, enfin, je veux dire, ça reflète une partie de la réalité, mais seulement jusqu'à un certain point. En général, quand on parle d'obfuscation de programme, typiquement, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez un programme P, voilà, mais dedans, il y a de la propriété intellectuelle, typiquement. Vous effectuez des algorithmes et vous ne voulez pas que les utilisateurs de votre programme retrouvent les specs du programme, la façon dont ce programme a été généré. Donc l'idée, c'est évidemment de transformer ce programme en l'obfusquant. Et donc, on peut essayer de chercher en fait une modélisation théorique de manière à comprendre de quoi on parle. Alors, ça a été modélisé par plein de gens, en fait, de savoir ce que c'était qu'un compilateur obfusquant. C'est-à-dire que vous mettez à l'entrée un code source, vous appuyez sur le bouton, et plutôt que ça vous génère en fait un code sur une architecture cible de manière naïve, naïve pas au sens que c'est pas optimisé, c'est optimisé, mais naïve au sens où c'est pas security aware, on n'est pas dans l'optique de camoufler les opérations effectuées par le programme. Donc là, en fait, c'est le contraire. Dans l'obfuscation, on cherche à générer de la même façon un code sur une architecture cible, mais d'une façon qui permette de noyer, on va dire, un attaquant qui, avec IDEA Pro ou un autre type de logiciel, s'amuserait à faire du reverse engineering sur le programme pour essayer de retrouver ses specs. Donc en fait, d'un point de vue théorique, la notion, enfin voilà, elle existe. On peut imaginer ce compilateur obfusquant, vous mettez votre programme, ça sort un programme, et un programme compilé, voilà, obfusqué, et on s'attend à ce qu'un attaquant, en gros, soit pas capable de faire autre chose avec votre programme obfusqué que de l'exécuter. C'est-à-dire, en fait, il a beau... il peut l'ausculter, il peut faire de l'interprétation abstraite, de la manipulation du programme, chercher à faire des opérations de simplification du programme ou le triturer d'une façon ou d'une autre par toutes les techniques qui existent dans la théorie de la compilation. Vous pouvez vouloir refaire de la réallocation de registres, travailler sur le graphe de flow de contrôle, etc. Donc il peut chercher à transformer ce programme, le simplifier, pour essayer de découvrir ce qui est fait et de remonter ainsi à une spécification, quelque chose de le plus proche possible en fait, d'une abstraction très haut niveau du programme qui décrit algorithmiquement ce qu'il fait. Et on veut pouvoir en fait empêcher ça. Donc ça veut dire que dans l'obfuscation, on veut que toute propriété particulière du programme finalement soit enfouie dans le programme obfusqué et qu'un attaquant ne soit pas capable de la récupérer. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, un programme qui est parfaitement obfusqué, ça veut dire que je vous donne un programme, mais en fait, c'est exactement comme si je vous donnais accès à un oracle. C'est-à-dire que vous ne saurez pas l'utiliser autrement qu'en mode oracle, c'est-à-dire donner une entrée, attendre que ça sorte une sortie, et en gros, regarder dedans vous conduit à aucune récolte d'informations sur ce qu'il fait exactement. Donc évidemment, c'est une situation idéale. En fait, des gens ont réfléchi même sur le concept. Et on s'est rendu compte, alors il y a un peu des arguments diagonaux, il y a toutes sortes de trucs, mais on se rend compte qu'en fait, ça ne peut pas exister. Un premier résultat, alors, qui est peut-être un peu emmerdant pour les théoriciens, mais ça montre qu'en toute généralité, sur tout type de programme, ça ne peut pas exister. Il y a des programmes qui ne sont pas obfuscables. Alors après, on peut dire on s'en fout un peu, parce qu'en pratique, c'est des programmes artificiels qu'on ne souhaitera jamais obfusquer. On s'en fout de chercher à obfusquer ces programmes construits pour échapper à tout obfuscateur. En pratique, ce qu'on veut obfusquer, notamment lorsqu'on manipule des programmes qui ont de la propriété intellectuelle, c'est des fonctions particulières. Vous avez un réseau de neurones, par exemple, vous avez investi beaucoup pour fabriquer les coefficients du réseau de neurones, parce que vous avez dû louer des databases à un tel ou un tel. Vous avez fabriqué votre modèle cognitif, vous avez investi beaucoup d'énergie en faisant ça, les coefficients du réseau de neurones sont privés. Vous ne souhaitez pas que si vous donnez un programme et le mettez dans la main des utilisateurs en situation mobile, qu'on ne puisse pas reverser et retrouver les coefficients. Voilà. Donc c'est un problème beaucoup plus particulier en fait. Ce n'est pas une obfuscation générique de programme, c'est une obfuscation pour un programme en l'occurrence très spécifique, un modèle cognitif voilà, qui veut juste cacher ses coefficients. On peut donner un truc à manger à l'entrée, on récupère une sortie, on va classifier des images par exemple. Mais on ne veut pas pouvoir extraire les coefficients du réseau de neurones ou d'autres informations d'ailleurs sur la structure du réseau lui-même. Comment il est connecté, quels sont les nombres de neurones sur chaque layer, combien il y a de layers, ce genre de choses. Donc c'est juste pour vous donner une idée sur le fait que malgré le fait qu'il y ait des résultats d'impossibilité, on peut quand même s'y intéresser d'un point de vue pratique. Et en fait, c'est exactement ce que fait la whitebox crypto, c'est-à-dire elle considère qu'on a
on n'a pas des programmes complètement génériques. En fait, on s'intéresse à une classe de programmes qui vont exécuter une fonction sous clé. C'est-à-dire, la clé, c'est juste une information sensitive. Donc, avec le modèle cognitif, par exemple, vous pouvez très bien considérer tous les coefficients comme une clé. Bon, c'est juste finalement une information que vous voulez cacher. Vous voulez effectuer la fonctionnalité, mais vous ne voulez pas qu'on puisse extraire les coefficients et que quelqu'un récupère votre propriété intellectuelle. Donc, dans la white box crypto, finalement, c'est une espèce de relaxation de l'obfuscation de code où on s'intéresse qu'à une classe de code dans laquelle on ne veut pas cacher l'algo. On veut cacher la clé, mais c'est la seule partie de l'algo, on va dire, qu'on veut cacher. Le reste, on n'est pas obligé, typiquement dans un chiffrement symétrique. L'AES, tout le monde le connaît, c'est un block cipher archi standard et standardisé par tout le monde. Donc tout le monde le connaît et on n'a pas forcément besoin dans l'application de cacher que c'est ça qu'on utilise. C'est même plutôt mieux qu'on utilise ça, en général plus convaincant plutôt qu'un block cipher fait maison qui est sur un coin de table et qui pourra se faire casser par un cryptanalyste sérieux. Donc en fait, vous avouez que vous utilisez l'AES, très bien, donc vous voulez juste cacher la clé. Donc on n'a pas besoin de tout cacher en fait dans le programme. L'AES c'est connu, il a une structure, donc cette structure, vous ne voulez pas la camoufler. Donc ça veut dire qu'en fait, l'attaquant lui-même, puisque dans l'obfuscation de programme, on est obligé de considérer quelque chose de très générique, l'attaquant peut vouloir essayer d'extraire une propriété. Alors, quand on spécifie un peu les choses, il faut expliquer ce que c'est qu'une propriété exactement du programme, un truc secret, une capacité algorithmique, une fonction secrète que ferait le programme. En whitebox crypto, pas du tout. L'attaquant n'essaie pas de retrouver une propriété arbitraire. Il essaye simplement de retrouver la clé. Donc c'est très spécifique, beaucoup plus précis. Et en fait, ça invalide d'une certaine façon un peu les résultats existentiels, qu'on peut même qualifier de philosophiques sur l'obfuscation, en disant en fait on s'en fout tout ça. On s'intéresse uniquement à l'obfuscation dans le cadre des programmes cryptographiques qui calculent une fonction sous-clé, qui évalue une fonction sous-clé. On veut juste protéger la clé et c'est tout, et on parle de rien d'autre. Et là, soudain, il n'y a plus de résultat d'impossibilité. C'est-à-dire, en fait, on pourrait très bien construire de la whitebox crypto avec une construction théorique, prouvée sûre, en utilisant la technique de la sécurité prouvée, comme pour d'autres types de primitives en crypto. Ça pourrait exister. Alors, on n'a pas trouvé, voilà, et c'est un gros challenge. Ça n'empêche pas le déploiement de solutions heuristiques où on espère que ça tient, mais on se retrouve toujours dans cette bagarre dont je vous parlais, du chat et la souris, entre les hackers sur le terrain qui vont arriver à casser et les concepteurs qui vont essayer d'augmenter le niveau de sécurité. Voilà. Le jour où on trouve en fait une solution théorique, une construction théorique prouvée sûre, à ce moment-là, ça changera tout, puisqu'en fait, on peut même publier les specs du générateur de programme. Voilà, tout est connu, et pourtant, on n'arrivera pas à casser, puisqu'il faudra résoudre un problème calculatoire intractable. Voilà. Mais en fait, on n'en est pas encore là. Et il y a une typo. Là, c'est f égale AES. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre fonction, voilà, fonction sous-clé. Et aujourd'hui, on ne connaît pas de solution, ne serait-ce que pour l'AES. Alors, je parle de l'AES comme un block cipher générique. On pourrait mettre là-dedans n'importe quoi. Voilà. Mais ça, je vais en parler un peu après. Donc, la première notion, en fait, qu'on peut vouloir dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un compilateur en boîte blanche. En fait, un compilateur, finalement, c'est juste un générateur de programme. C'est quelque chose. Donc, on va s'intéresser juste à l'AES. Comme ça fixe les idées. Voilà, on veut juste chiffrer. C'est un truc qui prend un bloc de clair. Ça vous chiffre, un bloc de chiffré. Voilà. Si vous voulez, ça peut être du déchiffrement, on s'en fout. Mais voilà, on s'intéresse à l'AES. Donc, un compilateur en fait, de programme d'implémentation boîte blanche pour l'AES, c'est finalement un générateur de programme. C'est un compilateur, une machine. Vous mettez votre clé AES, donc AES 128 bits, pof, vous appuyez sur le bouton, ça prend de l'aléa, peut-être en entrée, voilà, et ça vous génère, pof, une implémentation qui fait cette évaluation d'AES sous cette clé, c'est-à-dire qui enfouit, qui fabrique un programme dans lequel cette clé se retrouve enfouie. Voilà. Et donc un compilateur comme ça, donc un générateur de code, il génère un programme. Alors en fait, donc, déjà il y a un petit peu des nuances entre ce que c'est qu'une fonction, ce que c'est qu'un oracle et ce que c'est qu'un programme, graduellement. Donc une fonction, vous voyez ce que c'est, vous avez une description algorithmique ou une description même analytique d'une fonction. Je ne sais pas, sinus 2x plus 1, voilà, c'est une expression analytique d'une fonction.
Ça peut être algorithmique, vous décrivez votre algo, je prends ça en entrée, je fais ci, je fais ci, je fais ça, et je ressors ça en sortie. Voilà. Vous avez des oracles. Donc un oracle, typiquement, c'est une fonction qui tourne, mais dans un environnement que personne ne maîtrise, enfin, qui est automaîtrisé, je dirais. Donc, par exemple, le cas typique, c'est une carte à puce. Une carte à puce. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie de la carte à puce pendant une quinzaine d'années pour Gemalto, avant de créer Crypto Expert. Et donc, on s'intéresse à la protection des implémentations qui sont embarquées. Et il est très classique, en fait, dans les librairies crypto qui vont être exécutées dans la carte, qui finalement n'est autre qu'une boîte à outils crypto, voilà, avec un petit peu d'intelligence applicative au-dessus. Le tout dans un environnement qu'on dit tempête-résistant, c'est-à-dire qui s'autoprotège contre, voilà, il y a des clés dedans, donc si vous voulez aller révéler et récupérer les clés, vous allez essayer d'attaquer le hardware lui-même, il va se défendre. Donc il a des protections. Il y a des protections aussi contre ce qu'on appelle les side channels, où typiquement vous écoutez, vous donnez en fait une carte à puce, vous devez donner le courant vous-même, parce qu'il n'y a pas de batterie. Voilà, donc vous donnez du courant, et en fait il y a des micro-variations de la consommation du courant, c'est-à-dire le courant pompé par la carte pendant qu'elle calcule son algorithme cryptographique, je ne sais pas, vous procédez à un paiement avec une carte bancaire par exemple. Il y a des micro-variations en fait, de la consommation de courant, et en fait on sait depuis maintenant une vingtaine d'années qu'en fait, si vous enregistrez cette consommation de courant, il y a des moyens statistiques un petit peu futés qui retrouvent les clés. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les attaques en side channel ou par canaux auxiliaires. Et donc tout le but des gens qui développent de la crypto embarquée, voilà, c'est de développer pas naïvement, mais avec en tête un objectif de résister à des attaques par canaux auxiliaires, c'est la consommation de courant, les émanations électromagnétiques, ou même des attaques plus invasives, où on va par exemple essayer de révéler un niveau de métal du chip et regarder comment ça émet tel ou tel observable physique, et essayer à partir de là, même sans comprendre vraiment le modèle comportemental de la physique en dessous, hein, juste en mesurant, et ensuite par des moyens statistiques pas très avancés, déjà en fait on peut arriver à retrouver des informations sur les clés. Voilà. Donc il y a toute une compétence, on va dire, dans ce domaine-là, sur comment faire des contre-mesures contre les side channels. Mais finalement, vous opérez votre fonction cryptographique à travers cette espèce de protection. Donc vous avez une carte à puce ou un HSM, qui est exactement la même chose, un Hardware Security Module, où vous avez, c'est fait dans une enceinte, et vous pouvez juste lui envoyer une requête, commande APDU pour une carte à puce, tiens, voilà de la donnée, fais-moi ça s'il te plaît. Et donc la carte va réagir, ah très bien, je dois prendre telle clé, je dois faire telle opération, voilà, je fais ça. Éventuellement, je regarde un état en mémoire et j'update cet état en mémoire. Éventuellement, je génère de l'aléa, puisque les cartes sont dotées d'un générateur aléatoire en général certifié, qui en fait fait qu'on ne peut pas savoir exactement quel est l'aléa utilisé par la carte. Et donc elle opère en fait une certaine fonction et puis vous donne potentiellement un résultat, ou bien OK, si le but c'est juste de changer l'état interne de la carte. Voilà. Et puis vous avez un programme. Alors le programme, lui, il est embêté parce que le programme, il veut faire ça. Son rêve à lui, à ce programme, c'est d'être en fait dans une carte à puce, où en fait, quand il a besoin de tirer un aléa parce qu'il a besoin de nombres aléatoires, eh ben, il a son générateur avec lui qui est embarqué et personne ne peut regarder ce qu'il fabrique. Voilà. Mais le programme, il n'a pas de chance parce qu'en fait, un programme, quand on vous donne un programme, vous voyez tout ce qu'il fait. En fait. C'est-à-dire vous n'êtes pas du tout en boîte noire comme avec une carte à puce. Vous êtes exactement dans l'opposé, c'est-à-dire en boîte blanche, où vous voyez toutes les opérations qui sont faites. Vous prenez en fait l'assembleur, par exemple, et puis vous voyez tout ce qu'il fait à tout moment. Et donc c'est le summum de l'analyse side channel, parce que vous voyez tout ce qui est fait dedans. Donc non seulement vous n'avez pas de bruit, parce que dans les side channels, vous avez souvent un bruit d'acquisition. Quand vous écoutez la consommation de courant, je ne sais pas, il y a du bruit ambiant, le bruit 50 Hz des prises de courant là, qui va venir vous polluer, tout ça. Vous n'avez pas. Vous avez un programme, vous prenez la trace de tout ce qu'il exécute, par exemple, tout ce qui passe dans les registres. Ça vous donne une énorme trace et vous pouvez chercher à appliquer directement des attaques type side channel dessus. Et puis en plus, vous pouvez manipuler le programme. Vous pouvez l'opérer, le transformer. Donc ça change complètement. Et puis un programme qui vous est donné, si le programme pense qu'il est dans un environnement type carte à puce, et il fait des appels système, typiquement pour générer de l'aléa, typiquement, ça peut être ça, ou pour exécuter toute autre forme d'appel système, finalement, le programme, quand vous l'avez, vous pouvez très bien capturer l'appel système
et puis le simuler comme vous voulez. Le programme, lui, il ne verra pas la différence. Il n'a aucune notion, même de temps, puisqu'il peut être exécuté à tout moment en faisant croire qu'il est telle heure, qu'on est à tel endroit. Enfin, voilà, donc ce programme, finalement, il est beaucoup plus... Enfin, il est dans un contexte, en fait, où l'attaque est extrêmement favorisée par rapport à du hardware temps-peu résistant, carte à puce ou secure élément. Voilà. Et donc, en fait, c'est des notions qui sont vraiment différentes. Et évidemment, on s'intéresse à essayer de protéger ça dans cette situation qui est très avantageuse pour l'attaquant. Bon, l'incassabilité de base, ça veut... Donc là, on a un jeu de sécurité typique des cryptologues. Donc, en fait, on définit ce que c'est qu'un attaquant. Alors, un attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Un attaquant, en fait, on va typiquement lui générer, appeler le compilateur. Donc, c'est un modèle. Voilà, c'est pour comprendre ce qu'on attend par un compilateur qui est secure. Donc, on a un compilateur qui est donné, très bien. Et on prend une clé aléatoire, on prend un aléa aléatoire, on lance le compilateur dessus. Voilà, ça nous génère un programme qu'on note comme ça, mais enfin, peu importe. On le donne à l'attaquant, et puis l'attaquant, en fait, il va le mâchouiller, le triturer, et il va sortir une clé. Ou peut-être un guess sur la clé. Il va essayer de deviner quelle est la clé. Donc, on suppose qu'il y arrive. Et ensuite, suivant les modèles un peu formels qu'on considère, il peut ou pas... On peut essayer de chercher à l'aider. Par exemple, tu as le droit, c'est un programme qui fait du chiffrement, mais si tu veux, tu peux me demander à déchiffrer certains trucs. Voilà, si tu me donnes un chiffré, je vais le déchiffrer, je vais te donner le résultat. Et ça peut être un avantage en fait pour l'attaquant. Donc on peut vouloir considérer, ça peut être trop dur en fait d'exiger qu'un attaquant retrouve la clé complète tout seul. Donc on peut en fait chercher à l'aider, ça donne des notions de sécurité plus relaxées. Et ce qui fait qu'on a des paysages avec différentes notions de sécurité, avec des relations entre elles. Et on peut vouloir, c'est plus facile d'essayer de montrer qu'on arrive à construire une solution qui est sécure dans un modèle un peu affaibli, avant d'envisager quelque chose de plus ambitieux, de le faire dans un modèle où il n'y a aucun oracle. Donc là, on peut chercher à aider l'attaquant en lui déchiffrant ce qu'il veut sous la même clé. Hein. Ou bien, on peut même lui dire, si tu veux, je garde la même clé, mais je peux te donner des programmes qui ont été générés, d'autres programmes qui ont été générés pour cette clé. Peut-être ça peut t'aider, quoi. Et donc voilà. Donc, la cassabilité, voilà, c'est une notion qu'on définit un peu comme ça, avec des oracles optionnels ou pas. Et un truc qui est sûr, par contre, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sémantique sur la clé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sécurité sémantique, ça veut dire que... la sécurité sémantique, ça veut dire qu'on n'est pas capable de distinguer, l'attaquant n'est pas capable de distinguer, si c'est une clé K0 ou si c'est une clé K1. Voilà. Mais en fait, dans le contexte ici, donc c'est un truc qui existe indépendamment de la while box crypto, mais dans le contexte ici, s'il a un guess sur la clé, c'est-à-dire il devine que la clé, ça vaut tant, il peut vérifier immédiatement, puisqu'en fait, il suffit puisqu'il sait que c'est de l'AES. Donc il prend son guess sur la clé, il chiffre un clair arbitraire, il regarde ce qu'il obtient, puis il compare avec ce que lui donne le programme qu'il est en train d'essayer d'attaquer. C'est la même chose, il a trouvé la clé. Bon, avec forte probabilité. Bon, voilà. Mais il n'a qu'à réessayer sur d'autres clairs aléatoires. Et voilà, c'est bien la mort si il va en trouver 1000 d'affilée qui correspondent. Donc ça n'arrivera pas. Donc en fait, il peut vérifier s'il a un guess sur la clé. Donc il n'y a pas de sécurité sémantique. Et ça, en fait, en théorie, enfin en sécurité prouvée, on sait ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité sémantique. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'information qui doit fuir. Voilà. Pour prouver qu'il n'y a pas d'information qui fuit, vous devez avoir la sécurité sémantique. En hitbox crypto, il n'y a pas de sécurité sémantique. Donc on sait, au sens, je dirais même théorie de l'information, on sait que de l'information doit fuir. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de protéger vraiment complètement la clé en donnant un programme qui enfouit cette clé. Il y a de l'information qui doit fuir. Évidemment, on ne sait pas à quoi comme information, ni si même elle est exploitable. Donc c'est ensuite toute une question. Mais voilà, ça se formalise. Sachez juste qu'on sait formaliser. Excusez-moi. Oui. Ouais. Est-ce que ça veut dire que sur un certain nombre de produits du marché qui disent utiliser AES et qui nous donnent même la longueur de la clé, ou le nombre de tours utilisés, on pourrait avoir intérêt à utiliser des dictionnaires en entrée sur la clé, en se disant qu'il n'y a pas de vecteur d'initialisation, potentiellement, pour ajouter l'aléa, et puis mettre des aléas et voir si on obtient le même résultat avec un AES qu'on aurait nous,
par rapport à l'implémentation pour essayer de retrouver la clé qui, elle, serait en black box dans l'outil du marché. Ah oui, mais le problème c'est que, faire une attaque par dictionnaire, ça veut dire en fait prévoir tous les cas possibles. Et là, en l'occurrence, l'espace de clé est beaucoup trop grand pour qu'on puisse toutes les lister et s'attendre à... Enfin, on peut essayer de faire une approche un peu... Sachant qu'on sait que... type Rainbow Table ou des choses comme ça. Ouais. Parce qu'on sait que les implémentations sont en général basiques, pour ne pas dire quand elles viennent de bibliothèques standards. Ouais. Le vecteur d'initialisation n'est pas forcément toujours bien correct et que les clés ne sont pas non plus démentes. Ouais. Alors je parle d'un certain nombre de produits du marché. Hein. Oui. Déjà, vecteur d'initialisation, ça veut dire qu'on fait du chiffrement de fichiers, enfin pas juste un seul bloc comme ici, mais de manière plus générale, il est opéré dans un mode opératoire. Et effectivement, le choix de l'IV conditionne la sécurité. Aujourd'hui, avec des solutions comme AWS ou des clusters de GPU qui n'ont pas de problème pour fournir de la puissance, finalement, est-ce que c'est pas un moyen sur des solutions simples ou grand public, ou peut-être même IoT, citer des buzzwords, de trouver des clés qui, soi-disant, seraient secrètes. Alors là-dedans, je ne sais pas vous répondre comme ça. Il faut regarder en fait le cas particulier de l'implémentation et de comment elle est faite. Et regarder plus précisément. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'en fait, sur de l'AES avec une clé de 128 bits, en principe, vous n'arriverez pas à faire des rainbow tables dans le cas hyper générique où là, on cherche juste à chiffrer un bloc. Voilà. Après, si vous avez un produit qui fait du chiffrement de fichiers avec une clé enfouie et que par le mode opératoire ou parce que ça ne fait finalement pas vraiment de l'AES, mais ça utilise l'AES d'une façon particulière, ça peut arriver. Ouais. Mais il n'y a pas d'attaque connue générique, je dirais, dans ce cas très, je dirais, à la limite, pas utilisable directement. Ça marche sur les objets dans lesquels l'aléa n'est pas aléatoire et largement prévisible, souvent dans le générateur de nombres aléatoires. Voire il n'y a pas d'aléa. Voire il n'y a pas d'aléa, ouais. Effectivement. Donc, voilà. Donc il y a une autre notion pour les cryptos, enfin pour les implémentations cryptographiques en boîte blanche, qui est une notion d'inversibilité. Alors là, c'est un peu plus futé. Ça veut dire, moi je suis attaquant, d'accord? Donc on me donne un programme qui était généré pour une clé que je ne connais pas. Je peux appeler le programme tant que je veux, je n'arrive pas à retrouver la clé. Très bien. Mais mon but, ça peut de ne pas être capable, enfin ça peut ne pas être de retrouver la clé. Ça pourrait, par exemple, à partir d'un programme donc, qui chiffre, je pourrais essayer de déchiffrer, par exemple. C'est-à-dire, en fait, on me donnerait un chiffré en disant, est-ce que tu sais le déchiffrer? J'ai un programme qui chiffre, donc il va dans ce sens-là, et moi, mon but, c'est de prendre un chiffré et de remonter dans le sens, de remonter au clair. Et alors, je pourrais utiliser le programme. Alors, le programme, lui, il chiffre, donc il va dans ce sens-là. Mais il pourrait, par exemple, si j'arrive à reverser les opérations ou transformer le programme d'une certaine façon, pour essayer de me débrouiller, pour en fait, sans même avoir à retrouver la clé, inverser les opérations et finalement arriver à déchiffrer le chiffré qu'on me donnerait. Ça semble être plus facile à faire. En tout cas, ce n'est pas plus dur, puisque une fois que vous avez la clé, vous pouvez déchiffrer. Sans aucun programme, vous savez que c'est l'AES, vous pouvez déchiffrer. Donc, mais vous pourriez être capable de déchiffrer sans avoir à retrouver la clé. Donc en fait, c'est une notion un peu plus fine de non-inversibilité, on appelle ça one-one-S en anglais, de non-inversibilité du programme. C'est le programme, il fait une opération qui va dans un certain sens, vous ne devez pas être capable de défaire cette opération. Parce que ça, c'est normalement du privilège de celui qui connaît vraiment la clé dans son coin. Et on ne veut pas que vous soyez capable de faire ça. Voilà, donc là aussi, en fait, on définit un jeu de sécurité. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, on génère un programme pour une clé aléatoire avec un random, et puis on prend un message aléatoire, on le chiffre, on vous donne le chiffré, et puis là, chiche, donne-moi le clair. Voilà. Et donc, il y a tout un jeu. Donc, on peut, voilà. Donc ça, en fait, on a regardé. On voit évidemment que c'est un but qui est plus facile à atteindre, essayer de casser un programme dans ce sens-là. Et puis, évidemment, quand on a un guess sur le clair, c'est-à-dire on vous donne un chiffré de challenge, on dit vas-y chiche, trouve-moi le clair. Si on a une idée sur le clair,
toute façon, on peut le tester immédiatement. Il suffit de le donner à manger au programme qu'on a donné initialement et de voir si ça retombe bien sur le même chiffré. Donc là encore, il n'y a pas de sécurité sémantique. Donc ça veut dire que de l'information sur le clair, de toute façon, doit fuiter. Voilà. Mais encore une fois, on ne sait pas trop comment, et évidemment, ça dépend des détails. Il y a d'autres notions, en fait, en Whitebox Crypto qui ne sont pas juste ces deux-là. Si vous parlez avec des gens, ou vous googlez Whitebox Crypto, vous trouverez surtout l'incassabilité. Secondairement, on peut vous parler de la non-inversibilité. Mais il y a d'autres notions qu'on peut faire. On peut faire plein de trucs en fait, avec la Whitebox Crypto. Et une autre notion, c'est l'incompressibilité. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, moi, concepteur, donc oublions tous les détails, peu importe. Moi, je suis concepteur. Je fabrique un compilateur, un générateur de programmes. Voilà, pareil, qui va chiffrer avec AES sous une clé. Donc, je choisis une clé. Voilà. Mais le générateur de programme sort un programme énorme. Enfin, énorme. Bon, on s'entend. Un truc gros. Par exemple, ça ne tient pas sur un mobile. Et parfaitement fonctionnel, qui va s'exécuter, bon, aujourd'hui, comme les machines sont assez rapides, qui va s'exécuter en temps raisonnable, hein, mais sur une machine, sur un desktop. Mais par contre, il est vraiment gros, et donc l'utilisateur ne peut pas le prendre, le foutre sur un mobile ou dans un autre contexte, ou dans un device, peu importe. Et le but, c'est évidemment qu'il ne soit pas compressible. C'est-à-dire, c'est différent. Ce qu'on veut, c'est que l'attaquant, qui est l'utilisateur lui-même, hein, l'utilisateur indélicat, il a accès au programme, et il peut vouloir essayer de le rétrécir, c'est-à-dire sans avoir à retrouver la clé qui est dedans, il n'en a pas forcément besoin, il peut essayer de le rendre plus compact, je sais pas, en simplifiant des trucs, voilà, en appliquant des transformations génériques sur le programme pour essayer de le raccourcir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vouloir chercher à faire, et surtout chercher à empêcher, parce que le business model, par exemple, peut être complètement cassé parce que soudain l'utilisateur a réussi à mettre une version compressée sur un mobile et donc il va vous bouffer votre business model à cause de ça. Et donc voilà, donc il y a une notion d'incompressibilité, il doit être dur en fait d'extraire en fait un programme compact à partir du programme qui a été donné originellement. Évidemment, encore une fois, si vous retrouvez la clé, bah, vous construisez un programme compact, puisque la clé elle-même, c'est une représentation de la capacité de chiffrer sous cette clé. Donc, vous prenez une implémentation de référence de l'AES, un truc en quelques lignes, vous prenez la clé, donc vous avez un truc compact. Mais on pourrait être capable de compresser une implémentation boîte blanche qui souhaitait être incompressible sans avoir à retrouver la clé. Ça pourrait être possible. Voilà. En tout cas, c'est une notion qui peut être intéressante aussi dans les applications. Et puis il y a une autre propriété qui est intéressante pour tout ce qui peut être DRM ou Pay TV ou d'une manière générale tout ce qui est protection de contenu sécurisé, qui est la traçabilité. Alors l'idée, c'est qu'en fait, vous êtes en fait un distributeur de contenu sécurisé, donc vous avez un certain nombre d'utilisateurs. Et puis en fait, quand ils vont sur iTunes, bon, peut-être pas iTunes, mais bon, je sais pas, oui, l'équivalent d'iTunes. Donc il y a un site, voilà, où on peut récupérer du contenu, acheter de la musique, hein, et les chiffrer avec une certaine clé. Et en fait, ce qui est distribué aux différents utilisateurs, bah, c'est c'est un utilitaire, typiquement un programme Whitebox qui va contenir la clé qui va déchiffrer. Enfin, c'est exactement le même problème que pour chiffrer. Donc vous chiffrez votre musique, vous la laissez en accès libre et ne pourront déchiffrer que ceux qui ont souscrit à votre service en achetant un utilitaire de déchiffrement chez vous. Mais évidemment, vous souhaitez être efficace, donc vous utilisez la même clé partout, pour tout. Donc vous avez une clé, ou peut-être vous mettez ça sous forme de crypto-période, où vous upgradez, demain ce sera avec une autre clé, enfin, peu importe. Voilà. Mais c'est assez classique de faire ça en fait dans la distribution de contenu. Et donc vous donnez l'utilitaire de déchiffrement, mais à un moment donné, si vous voyez un utilitaire de déchiffrement sur Internet, si vous donnez le même programme à tous vos utilisateurs et que vous le voyez après sur Internet, vous n'avez aucune idée de qui a fuité. Voilà, c'est-à-dire l'utilisateur indélicat, qu'on appelle, en général, on les appelle les traîtres. Voilà, ça donne un peu l'idée de la violence dans ce type de business. Donc le traître, en fait, il va mettre sur Internet, voire relouer à d'autres l'utilisation de son utilitaire légitimement acquis. Et vous n'êtes pas capable de tracer, de savoir qui c'était. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on peut vouloir avoir comme propriété, c'est qu'on va en fait personnaliser les utilitaires de déchiffrement. Ils vont tous fonctionner avec la même clé, donc ils vont tous être complètement équivalents, sauf que à l'intérieur, il y a une forme de personnalisation, d'unicité de l'utilitaire de déchiffrement que vous donnez à vos utilisateurs.
et ça va contenir une forme de traçabilité. C'est-à-dire, vous êtes capable, s'il y en a un, même plusieurs, qui fuitent et qui mettent sur Internet leurs utilitaires, vous savez immédiatement qui c'est. Qui plus est, ils ne sont pas capables de détatouer leur utilitaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'enlever ce qui les différencie les uns des autres. C'est-à-dire que s'ils y arrivent, vous êtes quand même capable de retrouver l'un des utilitaires originels, avec une grande probabilité, une certitude juridiquement valable. Voilà. Et donc ça se formalise en disant qu'on arrive à faire un algo de traçage qui, pour tout programme pirate qu'on trouve sur Internet, il y a cet algorithme de traçage en fait, qui, à partir de ce décodeur, ce décodeur pirate, et avec la connaissance initiale de la clé et éventuellement des randoms utilisés pour générer toutes les implémentations légitimes initiales, vous êtes capable de dire « Ah, c'était un tel ». Voilà. Donc ce programme a été construit à partir de l'utilitaire que vous avez donné à un tel. Et il n'est pas possible pour l'attaquant d'arriver à évader ce traçage. Il n'y arrivera pas. Voilà. Donc ça, c'est une notion qui est aussi intéressante parce que à partir du moment où on a une solution qui est suffisamment stable et reliable, en pratique et suffisamment sécure, on peut vouloir chercher à introduire ce genre de propriété, à assurer ce genre de propriété en pratique. C'est typiquement le genre de contexte auquel on pense. Donc en fait, en théorie, voilà, il y a des buts de sécurité. Donc d'abord casser la clé. Voilà, l'attaquant il peut vouloir casser la clé. Il peut vouloir inverser le chiffrement, il peut vouloir essayer de déchiffrer. Il peut vouloir évader un traçage et il peut vouloir essayer de compresser un programme. Et en fait, ces notions de sécurité sont liées entre elles par le simple fait de dire, c'est trivial ça, hein, ça dit juste, moi si je suis un attaquant et je sais casser la clé, tout le reste je m'en fous, hein, je casse. Voilà. Mais ça c'est une propriété de base, donc il faut absolument arriver, c'est le dénominateur commun à tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de protéger cette clé qui est enfouie dans le programme. Et donc le problème aujourd'hui, évidemment, c'est qu'on ne sait pas faire des compilateurs qui sont prouvés, c'est-à-dire dans lesquels on peut prouver, avec les jeux de sécurité dont je parlais, faire une preuve réductionniste, comme on aime bien faire en crypto, pour être sûr. On n'a pas de technologie, voilà, de connaissance de comment faire des compilateurs qui sont prouvés sûrs. Excusez-moi. Oui. Dans le cas où l'attaquant ne cherche pas à retrouver la clé, Ouais. mais uniquement à faire opérer au programme, à ce que le programme fournisse le résultat qu'il attend, il ne s'agit pas d'une propriété qu'on peut chercher pour une whitebox. Je prends un exemple, Ouais. une whitebox qui générerait une signature à partir de Ouais. le fait d'avoir la capacité de générer cette signature permet d'attester une opération, une transaction, quoi que ce soit. Absolument. On pourrait souhaiter que l'attaquant ne puisse pas invoquer Ouais. la whitebox. Ouais. Il s'agit d'une propriété de la whitebox. Absolument. En fait, la whitebox, elle ne fait pas tout, évidemment. Si vous avez un programme whitebox, donc là, je parlais de l'AES, mais évidemment, des applications avec d'autres algos sont très intéressantes. Donc, par exemple, un algo de signature à clé publique. Prenez un ECDSA, le truc standard pour faire la signature numérique. Je vous donne un programme qui contient la clé de signature en fait en dur. Voilà. Donc ça vous prend des messages, ça vous sort une signature, et je ne veux pas que vous soyez capable de récupérer la clé de signature. Donc je vous génère ça, hop, je donne le programme, je donne la clé publique qui va avec, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, vous arriverez à signer. Voilà, donc très bien, mais effectivement, rien n'empêche en fait un attaquant, donc par exemple avec du malware ou de l'intrusion, peu importe, de venir vous voler en fait votre implémentation. En fait, il s'en fout de retrouver la clé de signature, il veut juste utiliser votre programme à votre place. Et donc ça, c'est pas de la whitebox crypto, ou en tout cas la whitebox crypto ne peut jamais empêcher ça. On est dans un scénario méta, enfin quelque chose que voilà. Mais c'est pas le propos de la whitebox crypto. La whitebox crypto, elle va essayer juste de protéger la clé, pas qu'on la retrouve. Et après, la capacité effectivement de vous voler votre programme, ça c'est ce qu'on appelle du code lifting, c'est-à-dire je vais venir dérober en fait vos capacités cryptographiques, quoi. Parce que ça me suffit, je vais pouvoir vous impersonner, récupérer vos comptes bancaires, peu importe. Donc ça, c'est effectivement le code lifting. Alors, il y a d'autres moyens que la whitebox crypto, ou en tout cas, c'est aussi dans le sujet de la whitebox crypto, c'est d'arriver à faire des contre-mesures contre ça, et je vais en parler dans une minute. Voilà. Mais donc, voilà, pour vous faire le dessin, aujourd'hui, personne n'a trouvé, en tout cas, ce n'est pas connu, voilà, de technique de design de compilateur en boîte blanche qui serait probablement sûr, selon aucune de ces notions, même pas la première qui est juste protéger la clé.
Alors, peut-être on s'en fout tout ça, en fait. En pratique, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vous parlais, en fait, des solutions, que des solutions sont attendues à base de Whitebox Crypto, typiquement pour les DRM ou pour la PayTV. Il y a aussi le règlement EIDAS qui, quelque part, relaxe les conditions d'utilisation de la signature numérique en Europe. Et en gros, on oublie qu'il faut des cartes à puce. Donc, ça permet, en fait, de valider on va dire des implémentations typiquement sur mobile, en pur software, voilà, sur lequel vous n'utilisez pas de Secure Element. Et donc, ça va créer un appel d'air, en fait, sur les solutions en matière de Whitebox Crypto. Et puis, en même temps, vous avez une espèce de renouveau, en ce moment, scientifique, de renouveau scientifique sur la Whitebox Crypto, parce que c'est un sujet qui existe depuis des décennies, la Whitebox Crypto. Mais ça n'avait vraiment jamais été scientifiquement vraiment regardé. C'est-à-dire tout ce qui a été publié a été cassé. Donc c'est assez déprimant quand vous êtes scientifique, vous n'avez pas forcément envie de travailler là-dedans. Et aujourd'hui, en fait, comme il y a des implémentations, surtout à cause du paiement sur mobile. Le paiement sur mobile, c'est le royaume des applications de la Whitebox Crypto. Vous êtes sur un mobile, vous n'avez pas de Secure Element, parce que quand vous êtes un tiers développeur, vous n'avez pas accès à la SIM, elle n'est pas à vous. Il n'y a pas de Secure Element, parce qu'il y en a, mais c'est les fabricants de handsets qui les gardent pour eux, pour se faire l'Apple Pay ou enfin, ce qu'ils veulent. Donc vous, tiers développeur, vous n'avez pas accès à un Secure Element. Bon, en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et dans le futur, ce n'est pas clair que ce soit le cas non plus. Donc il y a trop de bagarres autour de ce genre de choses. Donc vous êtes un peu marron, mais vous voulez faire de la signature numérique, vous voulez faire du paiement, typiquement, vous avez besoin donc de faire une solution tout en soft, mais qui manipule des clés crypto. Alors, sur Android, par exemple, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que, vu la sécurité en Android, vous pouvez vous faire voler la clé. Donc, vous pouvez essayer d'enfouir cette clé en fait, dans le programme lui-même, et ensuite d'essayer d'empêcher le code lifting. Donc, il y a des moyens pour faire ça. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a une forme de déploiement en fait, de ce cas d'usage typique, qui crée un appel d'air de nouvelles solutions, puisque qui dit paiement dit certification. Donc, il y a des évaluateurs de sécurité qui regardent comment casser. Et en fait, ces gens-là qui ont cassé de la carte à puce pendant 20 ans, ils connaissent très bien tout ce qui est side channel et même aussi les attaques par faute. Attaque par faute, vous injectez une faute de calcul, par exemple avec un laser sur une smart card, hop, il y a une instruction assembleur qui va se planter, elle va calculer un truc parce que l'unité arithmétique logique va être illuminée à un moment donné, ça va générer une faute de calcul et en fait on arrive avec des moyens futés à regarder le résultat fauté qui sort et en déduire les clés. Donc, ça dépend des algos, il y a plein de trucs là-dedans. Mais en whitebox, on peut très bien faire ça et c'est gratuit. On peut très bien modifier le programme, changer une variable en cours d'exécution. C'est l'équivalent d'une attaque par faute. Donc tous ces SST hardware qui sont capables, jusqu'à maintenant, qui étaient capables d'évaluer des implémentations dans l'embarqué, ils ont des super pouvoirs en fait. Quand on leur donne une implémentation whitebox, ils rigolent. Voilà. Mais en même temps, évidemment, sur le terrain, les gens qui cherchent à promouvoir des solutions blindent, ils connaissent aussi les side channels et les injections de faute très bien. Donc ils essaient eux-mêmes de blinder et d'empêcher des évaluateurs en fait, d'être capables de retrouver les clés. Mais ça reste un jeu du chat et de la souris. Voilà. Sachant que pour être certifié, vous avez une limite de temps, l'évaluateur a une limite de temps. Donc si vous avez mis trop de contre-mesures et qu'il n'arrive pas dans les temps en fait, à retrouver la clé, votre produit il passe. Voilà. Mais il y a d'autres marchés comme EIDAS, le marché induit par EIDAS, qui va exiger aussi des solutions. Et là, par contre, on parle bien de signature électronique. Donc, c'est-à-dire c'est le cas d'usage dont on parlait, où ce n'est pas un AES dont on parle, c'est un ECDSA ou un RSA, peu importe, un go de signature standard dans lequel on veut venir enfouir la clé de signature. Voilà. Mais tout ça reste aujourd'hui en fait quand même un exercice d'ingénierie. Alors, je vais prendre juste une minute pour parler du contexte Whitebox. En fait, comme il y a un peu, j'expliquais, un peu un renouveau et une excitation autour des techniques d'attaque, voilà. Dans la communauté scientifique aussi, il y a une conférence qui est CHESS, qui est la conférence du hardware de sécurité, voilà, dans laquelle ça fait 20 ans qu'on parle de cette chaîne de faute. Et donc, tous les gens se régalent à faire des papiers maintenant où ils attaquent en fait des implémentations boîte blanche. Voilà. Et on ne sait pas très bien aujourd'hui, en fait, à vrai dire, si, pas dans le monde théorique, dans le monde pratique, même dans le monde pratique, juste sur l'AES, par exemple, il y a des gens qui prétendent avoir des solutions commerciales qui résistent le hacking sur le terrain. Et puis, à l'inverse, il y a des gens, académiques ou industriels, qui, eux, ont développé des outils, même open source, il y en a plein sur GitHub, qui attaquent des implémentations. Et ils disent, tu me donnes n'importe quoi, je le casse, je retrouve la clé. Voilà.
Et on ne sait pas très bien dire qui c'est qui a tort ou qui c'est qui a raison. Et donc on a eu l'initiative en fait, d'un crypto-expert. On est lié à un certain nombre de partenaires. On a plus d'une 50aine de partenaires à travers des projets de recherche innovants. Et on fait partie d'un réseau européen qui s'appelle eCrypt, au sein duquel on a en fait inventé une compétition ouverte, anonyme, qui permet aux gens de soumettre des challenges. C'est le principe. Alors vous pouvez aller sur le site. Hein. En même temps, c'est un challenge qui est associé à la conf Chess 2017 qui a lieu à Taïwan en septembre prochain. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez le droit d'uploader sur le site de la compétition une implémentation boîte blanche pour une clé de votre choix. Donc c'est l'AES 128. Vous pouvez mettre une implémentation d'AES 128 pour une clé de votre choix. Vous uploadez ça et vous faites casser si quelqu'un retrouve la clé. Donc c'est libre de download, tout le monde peut downloader et essayer de retrouver la clé en question. Alors tant qu'en fait, donc il y a un dashboard qui dit, alors aujourd'hui, ça date de ce matin. Donc aujourd'hui, vous avez eu 247 breaks sur 28 challenges qui ont été postés. Et on en est au début de la compétition, elle dure 5 mois et quelques, et elle a commencé depuis quand? Depuis un mois, un peu moins d'un mois. Voilà. Donc ce qui est intéressant, alors, il y a un système de points. Alors il y a des points strawberries, des points bananas. Donc en fait, votre implémentation, quand vous la postez, elle gagne des points strawberry tous les jours, tous les 24 heures. Si elle a résisté N jours, elle gagne N nouvelles strawberries. Voilà. Et donc, ça grandit quadratiquement, comme ça, avec le temps. Et paf, à un moment donné, vous faites casser. Et là, en fait, l'attaquant, qui a retrouvé la clé, il convertit les strawberries en bananas et c'est intégré dans son score. Voilà. Et donc, à la fin de la compétition, à Taïwan, on va élire, le gagnant sera celui qui aura réussi. Alors, on ne s'attend peut-être pas à ce qu'il y ait une implémentation qui soit incassée, c'est-à-dire qui reste unbroken jusqu'à la fin. Peut-être pas, on verra. Mais celle qui aura atteint le score maximal de Strawberry sera la gagnante. Et en même temps, il y aura un gagnant parmi les attaquants en matière de celui qui aura le plus de bananas. Voilà. Donc je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse et même de participer. Vous pouvez aller sur ce lien. Le serveur n'est pas du tout opéré par nous, il est opéré de manière indépendante par Dan Bernstein. Et il n'y a pas de... Voilà, donc on était, nous, initiateurs, organisateurs initiaux de cette compétition, mais on souhaite également y participer. On est en train de préparer des choses. Donc il fallait que ce soit quelqu'un d'autre en fait, qui opère le serveur de manière à ce qu'on ne puisse pas nous incriminer. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir. Oui. C'est un petit peu comme le challenge Tigress, si vous connaissez, l'université de l'Arizona, où en fait ils proposent un certain nombre de machines virtuelles, quand il y a des machines virtuelles offusquées, etc. Et qui faut les obfusquer. Ah bah c'est similaire, c'est similaire dans l'esprit. On vous donne un truc, voilà, il faut le casser. Après, je suis pas vraiment familier de cette compétition, donc. Et quel est le but exactement là, dans la compétition d'Antigress dont vous parlez? Est-ce que c'est de protéger... Le système est de machines virtuelles, donc de rencoder des machines virtuelles pour émuler du code est incassable. Mais incassable dans quel sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut... On peut le code originel et comprendre le fonctionnement. Et je posais la question, parce que tu as une question derrière, c'est que la semaine dernière, à la conférence TIC, il y a une présentation, je ne me souviens plus de qui d'ailleurs, justement sur le sujet. Ah oui, Philippe, oui. Le Quarks Lab, oui. Une solution, en gros, il cassait tout en quelques secondes à quelques heures. Oui, alors en fait, il fait partie des attaquants, là, et voilà, il a été le premier, en fait, à attaquer, quand la première Strawberry est apparue, il y a 24 heures après une challenge, il est intervenu tout de suite, oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur le site, vous avez plein de gens pas mauvais, c'est-à-dire, vous avez vu, il y a presque 300 breaks, et aucune implémentation n'a duré plus de 24 heures. Enfin, non, pardon. Oui, peut-être plus de 24 heures, mais pas 48 heures. Voilà. Il n'y en a aucune qui a atteint 2 strawberries. C'est-à-dire que si vous regardez le truc là, vous voyez là, dans la colonne là, ça c'est les bananas. Donc une strawberry, une banana quand vous cassez. Voilà. Donc là, les 4 premiers là, attaquants, ils ont chacun une banana. Et les implémentations de challenge là, voilà, il y en a 4 qui ont eu une strawberry. Et toutes les autres, c'est-à-dire les 28-4 autres,
elles ont 0 strawberry, c'est-à-dire elles se sont fait péter dans les 24 heures. Oui, ça, et Philippe est très bon là-dessus. C'est un grand classique, c'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. Exactement. Donc concevoir un système sûr est le vrai challenge de la sécurité. Et comme je dis souvent, la majorité des gens sont intéressés pour attaquer parce qu'ils trouvent que c'est plus fun. Bien sûr. Plus facile. Bien sûr. Mais là, on voulait récompenser aussi ceux qui designent, parce que ça ne serait pas juste sinon. C'est vraiment, il y a les deux voilà, les concepteurs, et effectivement, sa tâche est plus ardue. Mais en fait, tout ça, c'est un petit peu les mêmes gens. Tout le monde, en fait, dans cette communauté, s'attaque ses propres trucs, et voilà. Donc mais c'est anonyme. Donc oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est anonyme. Donc le but, c'est quand même que les gens puissent participer, même quand ils travaillent pour un agra, ou voilà, et que leur management ne veulent pas trop être associés à ce genre de compétition. Le gars peut bosser le week-end sur ses propres trucs et soumettre et pas se faire emmerder par son management. Donc on n'a aucune garantie qu'en fait les implémentations qui sont soumises en fait sont réellement des implémentations sérieuses. Il n'y a pas de white box commercial. Ah, on ne sait pas. Les gens soumettent ce qu'ils veulent. Là, et dans les conditions, est-ce que par exemple il y a des mécanismes qui sont levés? Je sais pas, par exemple les mécanismes d'offuscation, est-ce que du coup, pour faciliter on contraint dans certaines conditions? Il n'y a aucune contrainte. Il y a des contraintes sur le programme. Donc vous devez uploader un source en C de manière à abstraire les spécificités de certaines architectures cibles. Il y a des gens qui savent faire du reverse engineering sur du ARM, par exemple. On voulait laisser ça libre. Donc vous devez poster un source en C. Mais vous n'avez aucune contrainte. Juste, il ne faut pas que ça fasse plus de 50 mégas, que ça mette plus de 100 secondes à être compilé. Et il faut que vous fassiez un chiffrement d'un bloc de 128 bits en moins d'une seconde. Voilà, bon, c'est quand même assez souple. Hein. Donc ce n'est pas très méchant comme contrainte. Tout le reste, c'est libre. Il n'y a aucune contrainte qui est donnée. Et on ne demande pas non plus aux gens d'expliquer comment ils ont attaqué ou comment ils ont conçu. Certains, le C, c'est une grosse contrainte. Oui, mais on ne voulait pas prendre parti pour du x86 ou du ARM. Voilà. C'est quoi la perte de performance moyenne d'une obfuscation de code pour Ça dépend des outils. Et puis en général, c'est complètement paramétrable. Si vous utilisez OLLVM, par exemple, vous pouvez paramétrer en fait, le degré d'obfuscation. Et donc, c'est rapidement très dégradé. C'est-à-dire si vous mettez, pour certains types d'obfuscation générique sur un programme générique, ou que vous voulez cacher un peu ce que ça fabrique, mais en général, donc pas de la white box crypto, vraiment l'obfuscation, vous pouvez mettre un paramètre qui va contrôler à quel point on va déformer ou randomiser le flow de contrôle. C'est-à-dire ça va sauter à des endroits, puis ressauter à d'autres endroits. Bon. Après, vous avez un plat de nouilles, donc c'est un générateur de plat de nouilles. Et suivant la taille du plat de nouilles, ce qui est un paramètre, en fait, vous perdez de la perf. Voilà. Et c'est pareil sur des transformations aussi en data, sur les données. Donc c'est très variable. 1000 fois moins efficace, et oui. ce sera à peu près bien offusqué. Oui, mais ça ne veut pas dire que si c'est offusqué, en white box, ça ne fait rien. Enfin, typiquement, si vous appliquez la DCA, la Differential Computation Analysis, qui est juste une application des side channels sur un programme boîte blanche, il a beau être offusqué par l'outil que vous voudrez, c'est très loin de suffire. Et en fait, il y a des outils automatisés qui retrouvent la clé. Voilà. Il y a des gens qui se sont amusés là sur les. Voilà. Donc, mais si vous avez une bonne idée, je vous invite à venir participer à la compétition. Alors, les solutions opérationnelles, en fait, donc, il y a un principe de disparition de la clé et d'enfouissement de la clé. Donc, le principe, en fait, opérationnel, c'est-à-dire, si vous n'avez rien suivi jusqu'à maintenant, je vous invite à vous réveiller juste pour comprendre ça, sur les dernières minutes. Donc, en fait, le principe, c'est que vous donnez une clé, vous appuyez sur le bouton, vous avez un générateur de code, et ça vous génère, en fait, une implémentation qu'ensuite, vous pouvez venir déployer. Bon, typiquement, le mobile, c'est le cas typique. Il n'y a pas de secure element, on ne peut pas faire de la sécurité hardware. Vous avez quand même besoin d'assurer un niveau de sécurité. Et donc, vous poussez, en fait, donc vous avez une clé particulière, vous avez une implémentation qui vous génère, donc ça se passe dans le back-end. Et puis ensuite, vous poussez l'implémentation générée, donc qui est spécialisée pour la clé en question, sur un device. Voilà. Donc ça, vous êtes chez in situ, dans une app cliente. Et ça fonctionne dans le back-end. Et typiquement, notre technologie qu'on propose, en fait, vous permet d'avoir accès à volonté à ce générateur de code, soit sous forme d'un HSM qui est intégré dans votre serveur,
soit à travers un web service, où c'est opéré chez nous, mais ça vous affranchit en fait de la dépendance par rapport au hardware. Alors, pour éviter justement le code lifting, donc on y vient, il est assez usuel en fait, dans la situation, typiquement sur le mobile, de conditionner la bonne exécution du programme à une information prévue à l'avance, typiquement un password. Donc vous pouvez très bien... Alors l'idée, c'est qu'évidemment, quand vous allez faire le code lifting, le password, il est nulle part. Donc si vous ne connaissez pas le password, l'attaquant aura réussi à voler le programme, mais il ne pourra pas l'opérer. Et donc si vous connaissez le password à l'avance, vous pouvez le rentrer dans le générateur de code, appuyer sur le bouton, et cette implémentation ne fonctionnera que sous le password en question. Donc ça marche exactement pareil en matière de déploiement, c'est juste que vous ajoutez une protection contre le code lifting. De la même façon, c'est une smart card logicielle, c'est tout. Donc une smart card, c'est habituel de protéger avec un PIN. Oui. Fonctionnera que lorsque le password est correct ou fonctionnera toujours mais fournira un résultat incorrect lorsque le password est correct? Alors c'est exactement ça, le programme fonctionnera toujours, mais le résultat sera incorrect. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire les deux. Voilà. Mais ça va se comporter normalement, voilà, sauf que ça sera incorrect. Donc par exemple, si typiquement ça fait du paiement et le password n'est pas le bon, bah, vous sortez un cryptogramme, suivant le schéma EME, vous sortez un cryptogramme, c'est transmis au lecteur, voilà. Et puis à un moment donné, ça va faire refuser parce que c'est pas, il n'est pas correct, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi la notion de dynamicité, c'est-à-dire il peut être souhaitable. Ah, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut être souhaitable en fait de pas, parce qu'une fois que vous avez déployé une implémentation pour une certaine clé, le programme, typiquement, les programmes que nous on génère, ils font 2 mégabytes, qui est bien pour du mobile, hein. C'est quand même gros. Mais bon, on assure un certain niveau de sécurité. Donc c'est quand même gros, et si vous voulez changer la clé, updater la clé, et pousser une nouvelle implémentation chez votre utilisateur, bah, c'est 2 mégas à transférer. Donc vous pouvez essayer de raccourcir, en fait, de compacifier cet upgrade de sécurité, et on peut le faire avec des jetons de clés, c'est-à-dire l'implémentation, c'est en fait une implémentation boîte blanche mais creuse, voilà, qui pourrait marcher pour n'importe quelle clé. Et ensuite, vous l'alimentez avec un jeton qui est une forme de clé encapsulée, d'une certaine façon, qui peut être consommée par votre application et qui va essayer d'être aussi bonne en sécurité qu'une implémentation statique. Alors évidemment, quand vous faites appel au générateur, c'est un petit peu différent. Il vous donne une paire d'exécutables, le programme boîte blanche lui-même, et un utilitaire d'encapsulation qui vous permet de générer des jetons à volonté pour cette implémentation, mais ça ne marchera pas sur une autre implémentation. Les deux sont reliés ensemble et ils fonctionnent de manière non malléable, on va dire. Et là aussi, évidemment, vous pouvez rajouter un password en plus, de manière en fait à protéger l'accès à la fonctionnalité sur le mobile ou on va dire dans l'application résidente. Voilà, donc bon, c'était pour faire un aperçu, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite évidemment à venir sur notre site, regarder de manière un peu plus précise ce qu'on fait. Donc l'URL est là. Voilà, si la technologie vous intéresse, n'hésitez pas. Si la problématique scientifique vous intéresse, nous sommes aussi très actifs dans ce domaine. Et encore une fois, si vous avez des idées et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le site de la compétition Whitebox et si vous le pouvez, même à contribuer. Voilà, merci beaucoup. En début d'exposé, vous nous parliez de spin-off. Donc là, vous en avez fait une sur la Whitebox, c'est ça? Non, alors en fait, on n'est pas encore... non, on fait une Whitebox sur autre chose. Ouais. Et voilà, c'est du end-to-end encryption, donc rien à voir. Voilà, mais rien à voir. Il est... A priori, j'ai fait très vite, mais on ne retrouve pas clairement sur le site les ramifications avec les spin-offs. Non, mais le site doit être mis à jour. Voilà, mais c'est juste qu'on est très occupé. Mais effectivement, il est probable qu'on fasse également une spin-off, puisque notre technologie est sur le point d'être opérée commercialement. Donc on fasse une spin-off spécifique de Whitebox CryptoWay. Voilà. Super. Voilà. Encore une question? Oui. Au début, tu as donné tous les besoins de la blockchain. Tu n'as pas parlé de quantique. Ah, oui. C'est exprès que ce besoin-là n'était pas dans la liste? Ah non, j'ai oublié. Non, c'est juste pour vérifier. Ouais, mais tu as raison, Hervé. Ouais, tu as raison, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire dans les listes à droite à gauche que de toute façon,
tout ce travail-là que l'on fait, ça va être... rendu invalide par les ordinateurs quantiques, ouais. Je ne sais pas, je C'est ne suis pas ouais. spécialiste. Vu que ça s'appuie sur des nombres particuliers que tu as des difficultés à calculer, il y a quand même de grandes chances qu'avec la crypto quantique, que ça devienne tel. On va laisser les experts. Alors effectivement, donc la crypto quantique, la crypto quantique, non. Est-ce que ça vaut le coup Oui. de tout ce travail si le quantique met tout à plat? Alors je te réponds. Alors d'abord, d'une façon générale, les ordinateurs quantiques permettent de cryptanalyser des trucs incassables aujourd'hui, mais pas tout. Et donc ça permet de casser, par exemple, tout ce qui est clé publique, s'écroule. Donc CDSA, par exemple, s'écroule, les courbes elliptiques, le RSA, ça ne vaut plus rien. Par contre, tout ce qui est symétrique, par exemple l'AES, lui, il résiste. Mais alors, il ne résiste pas aussi bien. Mais la sécurité est divisée par 2. C'est-à-dire 128 bits de clé, on se ramène à 64 bits de clé. Donc ça veut dire que AES 256, par exemple, tu te ramènes à 128 bits de clé, même dans un contexte où on a des ordinateurs quantiques de bureau. En tout cas, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de réduction quantique, de faire mieux que ça. Donc à la limite, c'est paradoxal, parce que en cryptographie à clé publique, on a des techniques algébriques, alors c'est très, voilà, on a plein de techniques, on a de la sécurité prouvée, tout ça s'écroule. Et la sécurité, la crypto symétrique, où là, c'est le royaume de la cuisine, voilà, les attaques machin, les attaques rectangulaires, boomerang, machin chose. Voilà, on est dans un univers de la cuisine, finalement, où c'est de la science, mais de l'art. Ça résiste. Voilà. Donc ça dégoûte un peu les gens qui ont travaillé pendant des décennies sur la clé publique. Et en tout cas, pour la white box crypto, ça a exactement le même impact. C'est-à-dire, l'AES, le niveau de sécurité de la clé va être divisé par 2. Mais ça, à la limite, c'est pas forcément si gênant. Ça s'adapte. Par contre, tout ce qui est clé publique n'est plus utilisable en tant que tel. Donc le CDSA dont on parlait, par exemple, ou le RSA, en matière de standardisation, ça va être tout de suite désavoué. Ce qui veut dire que là, faut préparer le futur. D'où les initiatives en standardisation, comme tu sais bien, sur la crypto post-quantique et essayer de sauver les meubles en proposant des nouvelles primitives, alors évidemment pas aussi efficaces, pas encore aussi bien comprises, etc., pour essayer de restituer toutes les fonctionnalités crypto dont on a besoin dans les applications. Et aujourd'hui, ça reste encore un chantier assez challenging. Disons, s'il n'y a plus d'asymétrique pour faire les premiers échanges de clés symétriques. Voilà. Alors on arrive plus ou moins à faire des signatures à clé publique avec du hachage, par exemple. Voilà, mais bon, c'est des structures de données un peu grosses, c'est un petit peu inhabituel. Tout ce qui est chiffrement à clé publique, on peut utiliser du chiffrement à base de théorie des codes, donc du McElis, ni de Writer, des systèmes un peu particuliers qui étaient super marginaux et que personne n'avait vraiment beaucoup regardé. Quelques personnes ont regardé, mais c'était des gadgets de la crypto, c'était pas quelque chose de mainstream. Et là, en fait, tout ça s'est remis au goût du jour. Et il va falloir essayer d'améliorer les choses vite, parce que là, on est sur une échelle de 10 à 15 ans, d'après les experts. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.